L'arrestation de présumés bandits armés, communément appelés Kuluna, est saluée par les victimes de ces actes de violence lors d'une audience organisée par le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, au nord de la capitale de la RDC. Au total, 62 personnes arrêtées après un bouclage mené par le commissariat provincial de la police de Kinshasa dans le cadre de l'opération dénommée Ndobo ont comparu devant ce tribunal le mardi 10 décembre 2024. Ils sont poursuivis pour de crimes commis notamment le terrorisme urbain, l'association de malfaiteurs, l'extorsion, les viols qualifiés ainsi que les blessures volontaires aggravées. Quelques victimes présentes lors de cette audience ont témoigné pour dénoncer le mode opératoire de leurs bourreaux et encourager la police nationale congolaise pour leur arrestation. Ces présumés criminels ont à plusieurs reprises agressé leurs victimes à l'aide de machettes, ce qui justifie le poursuite qui les vise pour terrorisme, viol et vol. La maison, c'était vers 1h du matin. À mon arrivée, j'ai appelé ma mère pour qu'elle m'ouvre la barrière. Et du coup, pendant qu'elle descendait, j'ai prévenu mon frère qui n'était pas à la maison, que moi j'étais déjà rentré, au cas où il rentrait, qu'il me fasse signe pour que je l'ouvre le portail. Et pendant que j'écrivais à mon frère, j'ai vu deux personnes qui me sont sorties par derrière. Un qui m'a touché à mon épaule droite. Pendant que je me retournais pour le regarder. Et il y avait l'autre qui tirait mon sac du côté gauche, à ma main gauche et tout. J'ai tenté un peu de vouloir faire ma résistance. Il m'a brandi un peu la machette. Quand il a brandi la machette, j'ai été obligé de lâcher mon sac. Et j'ai tenté de vouloir prendre la... Cette démarche pourrait bien être un tournant dans la lutte contre la criminalité urbaine, posant ainsi les bases d'une société plus pacifique et juste. La voix des victimes résonne fortement, affirmant leur droit à la sécurité et à la justice. Les États généraux des entreprises du portefeuille de l'État ont ouvert leurs portes le lundi 9 décembre 2024 à Kinshasa avec comme thème « Faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC ». Au cours de ces assises de 6 jours, soit du 9 au 14 décembre 2024, la situation de ces assises étatiques est passée au peigne fin pour pouvoir les sortir de leur léthargie pour devenir un véritable moteur de croissance économique en République démocratique du Congo. Nous avons devant nous une opportunité unique, transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums et d'états généraux. Ces assises généraux ont l'ambition de poser les diagnostics et de proposer des remèdes appropriés à chacune de ces entreprises. Pour permettre à ces sociétés de prendre l'envol, la révision des cadres juridiques est nécessaire, estime le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. L'occasion m'est ainsi donnée d'adresser mes sincères remerciements ainsi que mes chaleureuses félicitations au président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance, l'intérêt et l'importance qu'il accorde aux entreprises du portefeuille de l'État au regard de ce qu'elles représentent
en tant que catalyseur de la prospérité. La situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Les directeurs généraux, quant à eux, exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Cela crée des conflits entre le conseil d'administration et la direction générale. Ces travaux ont connu leur lancement sous l'égide du chef de l'État congolais. Ces derniers a exhorté les mandataires de l'État pas au pragmatisme et aux actions concrètes à l'émergence. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Il a aussi exhorté les mandataires de l'État à une gestion saine de ces établissements du portefeuille. Plein succès aux travaux y afférents. En effet, les partenariats... Le recrutement des mandataires au sein des entreprises publiques ne devrait plus se faire sur base d'appartenance politique, comme c'est souvent le cas. Ils devraient plutôt être recrutés sur base de leurs compétences. C'est l'une des principales recommandations sorties des États généraux du portefeuille qui se sont achevés ce samedi 14 décembre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est une semaine intense qui vient de s'achever pour les participants aux États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Ils ont longuement réfléchi sur les mots qui empêchent la bonne marche de ces entreprises publiques. Les participants ont entre autres réfléchi sur le cadre juridique et institutionnel, la gouvernance et le contrôle de ces entreprises publiques. Le constat est sans appel, ces entreprises sont malades, il faut une thérapie de choc pour les relever. 1. Prescrire que la désignation des mandataires publics ne devra se faire sur base des appartenances politiques et exiger de la part des organes spécialisés un profil type tenant compte des compétences et ou des qualifications nécessaires. Révisiter les conventions collectives du personnel pour les adapter aux capacités financières des entreprises du portefeuille de l'État. Pour Jean-Lucien Mboussa, ministre du portefeuille, toutes les recommandations issues de ces travaux ne devraient pas rester lettres mortes. Il en appelle ainsi à leur application par tous les acteurs impliqués dans ces secteurs pour le redressement de ces entreprises. Des actes issus de nos travaux qui reflèteront les recommandations formulées devront être exécutés impérativement. Ces actes ne sont pas simplement des conclusions, mais bien plus un engagement commun pour assurer l'avenir de nos entreprises du portefeuille de l'État à travers des réformes nécessaires en vue de leur redressement, croissance et diversification. Ils portent sur les axes, donc les actes en question, portent sur les actes stratégiques fondamentaux qui ont été identifiés tout en répondant aux défis présents et tenant compte des enjeux économiques auxquels le pays fait face. La compétence et l'intégrité doivent être démises dans le choix des mandataires des entreprises publiques. La première ministre Judith Souminois a insisté là-dessus dans son mot de clôture de ses assises. La manière de diriger ces entreprises ainsi que leur cadre juridique doivent être revus pour que ces entreprises soient un levier de l'économie congolaise. Les discussions que nous avons eues ont permis de dresser un bilan des défis à relever et de définir des solutions concrètes pour les surmonter. 5 jours de réflexion ont révélé l'engagement collectif de tous les acteurs et toutes les actrices à transformer nos entreprises publiques en leviers stratégiques pour le développement de notre nation. Pour que nos entreprises publiques contribuent pleinement à la transformation économique du pays, il est essentiel de revoir leur cadre juridique, repenser leur gouvernance, moderniser leur gestion et réduire leur dépendance à l'État. Quant à Thierry Mosenepo, président du conseil d'administration de l'entreprise pétrolière Kobil, il appuie les recommandations issues de ces états généraux auxquels il a participé. Aujourd'hui, ces entreprises publiques, mais aussi de donner des remèdes qui sont partagés entre d'une part les entreprises elles-mêmes via les mandataires, mais aussi le gouvernement
qui a le devoir notamment de recapitaliser ces entreprises. Les entreprises publiques doivent être dirigées et tenues par des personnes de probité morale avérée, qui ont une capacité de management et qui ont un cursus académique réel et qui puissent permettre à ce que dans les domaines de compétences où ils ont eu à être formés et avoir une expertise, de pouvoir répondre aux défis de ces entreprises. Les états généraux des entreprises du portefeuille se sont bien passés avec des très bonnes résolutions. Reste que toutes ces recommandations soient réellement appliquées pour la relance des entreprises publiques, pour l'épanouissement de l'économie congolaise. En effet, les partenariats devront être repensés afin de donner à la République démocratique du Congo la place qu'elle mérite parmi les nations résolument tournées vers l'avenir. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année, l'Inspection générale des finances a organisé une conférence internationale consacrée à la lutte contre la corruption, basée sous les thèmes « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité des demain ». Ces thèmes s'adaptent à la réalité de la RDC où l'IGF veut mobiliser la jeunesse congolaise et africaine à s'investir à la lutte contre la corruption en RDC et en Afrique pour des lendemains meilleurs. Les délégués des différents pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Djibouti, ont pris part à cette conférence de Kinshasa, ouverte par le chef de l'État Félix Tshisekedi, parrain de cette rencontre. Avec 1,9 million de jeunes dans le monde, la lutte contre la corruption s'avère importante pour l'avenir de près d'un quart de la population mondiale, ce qui justifie l'importance accordée à cette célébration par l'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, organisatrice de cette conférence commémorative. Jules Alinguete, inspecteur général, chef des services de l'IGF, a rappelé les combats menés pour combattre un phénomène social, politique et économique, mais complexe. Pour cette conférence panafricaine qui réunit les institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif et en profite pour vous remercier pour les choix portés sur elle au mois d'octobre 2024 à Luanda, en Angola, afin d'assumer la vice-présidence de notre organisation à côté de la République sœur d'Angola qui en assume la présidence jusqu'en 2026. Les choix de la République d'Angola et de la République démocratique du Congo étaient certes dictés par les avancées réalisées par ces deux pays ces 5 dernières années dans la lutte contre la corruption. La mobilisation de la jeunesse n'est pas un simple slogan. Le chef de l'État congolais a appelé à l'action pour lutter contre la corruption. Martyr à 26 ans de l'honnêteté et de la probité absolue, notre jeunesse est la clé de voûte de notre lutte contre la corruption. Elle en est la victime, mais elle doit et peut en devenir l'antidote. C'est à elle de faire le choix décisif, celui de l'intégrité, celui du bon combat. Les jeunes portent en eux l'énergie, la vigueur morale, le sens du bien commun et de la justice nécessaire pour transformer nos pratiques. Dans les panels suivant la cérémonie officielle, les interventions ont porté sur notamment l'état des lieux de la corruption et de la gouvernance publique avec cas de transparency internationale, l'importance de l'implication de la jeunesse dans la lutte contre la corruption ainsi que le partage d'expériences angolaises de la lutte contre la corruption. Les volets de la prévention et de la répression sont les stratégies de l'IGF pour enlever les opportunités de détournement, mais qui doivent être mises en œuvre grâce au contrôle interne efficace et approprié avant que les actes de gestion soient posés pour qu'ils ne comportent pas d'irrégularité.
Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. La République démocratique du Congo a exprimé son regret concernant l'échec du sommet des Luanda qui devait se tenir le dimanche 15 décembre 2024 dans la capitale angolaise entre le président de la RDC et du Rwanda sous la facilitation du président de la République d'Angola. Le président rwandais Paul Kagame ne s'est pas rendu à Luanda puisqu'il exige à la RDC des négociations directement avec les terroristes du M23 avant toute signature de l'accord de paix pour la pacification de l'Est de la RDC. Une exigence rejetée par Kinshasa qui a estimé que le dialogue avec ces terroristes du M23 n'était pas prévu dans le cadre du processus de Luanda, d'où l'échec de la tripartite Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lorenzo. En dépit de cette absence, le chef de l'État congolais avait fait le déplacement de Luanda pour réaffirmer la volonté de la RDC à œuvrer pour la paix dans la région des Grands Lacs. La chef de la diplomatie congolaise a fait le point du processus de Luanda lors d'un briefing spécial co-animé dimanche dans la soirée à Kinshasa avec le porte-parole du gouvernement. Une autre étape importante a été franchie le 5 novembre avec la mise en place du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma. Je me souviens que cet événement avait été aussi largement diffusé et couvert par la presse parce que c'était une mise en place de ce mécanisme qui a été faite dans la présence des 3 ministres des Affaires étrangères, à savoir moi-même pour la République démocratique du Congo, le ministre Tete Antonio de la République d'Angola et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ce mécanisme a donc été lancé le 5 novembre et avec l'objectif de suivre la mise en place, ou la mise en œuvre plutôt, et l'exécution du cessez-le-feu et de faire des rapports en cas de violation du cessez-le-feu. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda, en Angola, pour réaffirmer la volonté de la RDC à œuvrer pour la paix dans la région en dépit de la mauvaise foi du Rwanda. Le mobile qui sont poursuivis par les M23, c'est de s'emparer des zones minières pour être sûr que nous continuons ou que le Rwanda continue à s'approvisionner depuis 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, dans la stratégie du président de la République, sur tous les fronts d'ailleurs, militaires, diplomatiques, médiatiques, économiques et judiciaires, c'est de mettre fin à toutes ces gesticulations. Et donc, sa non-venue aujourd'hui, ce n'est qu'une manière de retarder ce qui va lui arriver parce que nous finirons par y arriver à travers les différentes stratégies que nous avons mises en place. La chef de la diplomatie congolaise a participé activement aux négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la facilitation congolaise. Thérèse Kayikwamba regrette que le Rwanda ait bafoué la paix au profit du soutien aux rebelles du M23. La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. À Kinshasa, on ne désespère pas. Bien que les chefs d'État de la RDC et du Rwanda ne se soient pas rencontrés pour signer un accord de paix, la ministre d'État aux Affaires étrangères reste mobilisée sous la facilitation de l'Angola pour signer cet accord de Disons paix. qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Depuis que le processus de Luanda a débuté en juillet 2022, il y a déjà eu plusieurs réunions ministérielles, dont celle de juillet 2024, qui a abouti à la signature du cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, entré en vigueur le 4 août 2024. Mais ce cessez-le-feu a toujours été constamment violé par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Pour l'instant, aucune autre date n'a été communiquée pour la poursuite de ces processus de Luanda, alors que les populations continuent de payer le lourd tribut à cause de l'agression rwandaise à travers ces supplétifs du M23 dans l'est de la RDC. Comment interpréter le refus? Il serait persécuté par le gouvernement.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont réalisé des avancées significatives en reprenant plusieurs localités en main du territoire du M23, soutenues par le Rwanda dans les territoires de Lubero à l'est du pays. Ces succès militaires font suite à une semaine de combats intenses et sont largement salués par la population de Béni. Cette dernière espère la continuation de l'armée. Sur cette lancée, les affrontements se concentrent actuellement dans la région des Kasséné. Les FARDC ont réussi à rencontrer des zones stratégiques comme Louefou et Matembe. Les habitants expriment leur soutien et leur espoir de voir les opérations militaires se poursuivre sans interruption politique. Plusieurs habitants de Béni restent optimistes quant à l'avancée de l'armée nationale dans le sud de Lubero. Ils en appellent au concours de toute la population pour vaincre cette guerre. Content de ces exploits sur terrain, cet autre habitant encourage les FARDC à aller de l'avant jusqu'à la neutralisation totale de ces terroristes. Les combats ont provoqué des déplacements massifs de population dans plusieurs localités, notamment Kirumba et Kanyambayonga. La situation reste tendue, mais l'espoir d'une victoire s'y renforce parmi la population. Est encore plus importante. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a rassuré sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger le système informatique de son institution contre le piratage pendant le déroulement des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Yakoma dans la province du Nord Ubangi et de Masimanimba dans la province du Kwilu à l'ouest de la République démocratique du Congo. Grâce au logiciel de sécurité performant, la centrale électorale a réussi à repousser plusieurs menaces de piratage de son système. Au total, 1303 tentatives de piratage bloquées grâce à des logiciels de sécurité performants. À Yakoma, sur les 355 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 322 ont été confirmés ouverts, soit un taux d'ouverture de 93% à 11 heures. Par ailleurs, le reste, soit 53 bureaux de vote et de dépouillement, sont situés dans des zones non couvertes par les réseaux GSM, ce qui complique la communication et le suivi en temps réel. Pour Masimanimba, sur un total de 768 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 563 ont pu être joints jusqu'à 11 heures, représentant 73% du total. Plusieurs mesures sont prises par la Commission électorale nationale indépendante pour éviter des irrégularités majeures et la fraude constatée en 2023 ayant poussé à l'annulation des élections dans ces circonscriptions. Des abus constatés dans un récent passé, la CENI a pris des mesures fortes et rigoureuses. 1. Concernant le personnel électoral, nous avons déployé des agents permanents issus du siège et des démembrements de la centrale électorale pour assumer des fonctions traditionnellement occupées par le personnel temporaire. Cette mesure vise à renforcer l'intégrité de ces élections, la compétence et la supervision des opérations. La CENI reste confiante pour le bon déroulement des élections législatives nationales et provinciales jusqu'au dépouillement à Yakoma et Masimanimba. Les résultats provisoires de ces élections seront annoncés au plus tard ce mardi 17 décembre 2024. La République démocratique du Congo a brillamment organisé la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des handball dames, tenue à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre de l'année en cours. Les participants ont salué l'accueil chaleureux, l'ambiance et les conditions d'hébergement. Parlant de la finale, l'Angola a remporté les titres en battant le Sénégal en finale 27-18, marquant sa 5e victoire consécutive et portant son total de trophées à 16. La RDC a terminé à la 5e place après avoir battu le Congo-Brazzaville 30-28. Mansourou Aremou, président de la Confédération africaine des handball, a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation et les séjours de l'équipe à Kinshasa. Ils ont bien envie de revenir ici parce qu'ils ont gardé des souvenirs très profonds
de tout ce qui s'est passé ici, de tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour rendre le séjour de tout le monde très agréable, ce qui a permis, n'est-ce pas, d'assister à ce beau spectacle. Classé 7e au classement final de la Coupe d'Afrique de Nations des handballs, les Camerounaises en ont profité durant leur séjour pour de grandes découvertes. Serge Mangala, entraîneur des Lions indoptables, salue l'avancée significative de la RDC en matière d'infrastructures. Selon lui, les pays de Lumumba doivent en principe redynamiser la pratique du handball, notamment au niveau de l'Afrique centrale. Très bien, elle était très bien organisée. C'est une belle canne. On a d'abord une très belle salle. La dernière fois que j'ai joué à Kinshasa, c'était dans la cour là-bas, au stade des Martyrs. Donc je reviens, je trouve un complexe moderne avec 2 salles. Et nous allons parfois dans les autres pays découvrir ce genre d'infrastructures. Mais cette infrastructure à Kinshasa, vraiment il faudrait que la RDC nous produise des équipes qui vont utiliser cette infrastructure. Vous devez bonifier cette installation. Il ne faudrait pas que votre paysan, que le pays ait installé quelque chose comme ça ici et que le handball ne décolle pas. Vraiment, nous allons veiller là-dessus. Cœur de l'Égypte, 27 contre 22 en match comptant pour la 3e place de cette Coupe d'Afrique de Nations des handballs. La Tunisie, prochaine destination de cette compétition, a salué l'accueil et les traitements réservés. Je remercie le Congo, et je remercie tous les responsables du Congo, je remercie la Confédération africaine pour ces joutes, pour ces jeux qui se passent très très bien, Dieu merci. Je suis très contente d'être au Congo, moi c'est la première fois que je viens et je suis agréablement surprise par l'état d'esprit, par la mentalité, par la gentillesse et surtout à l'hôtel, ils sont très gentils, très serviables, très bien élevés. Cette première CAN des handballs dames à Kinshasa a non seulement mis en lumière les talents de joueuses africaines, mais a également montré le potentiel de la RDC en matière d'organisation des événements sportifs majeurs. Les espoirs restent élevés pour l'avenir du sport dans la région.